Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 janvier 2022 et je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes. Sur la partie qui s'occupe de Francis Bacon. Je suis à la vidéo numéro 6 et je continue ma lecture et je commente, voilà. Pour savoir où j'en suis, il faut se référer à la vidéo précédente, et puis voilà, faudrait. Enfin, j'espère que ça peut s'écouter comme ça, sans être obligé de réécouter tout l'ensemble. Voilà, parce qu'en fait, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est plus ce qui les commentaires, voilà, les digressions que ça me permet de faire en relation avec la mécanique universelle, le site sur lequel je développe ma théorie de l'évolution qui va vers sa perfection. Voilà. Donc là, je continue. Alors, c'est un petit peu sur sa vie, hein, et puis ses débuts de réflexion. Il sentait que l'étude ne pouvait être par elle-même ni fin ni sagesse, et que la science, qui ne s'appliquait pas à l'action, n'était que pâle vanité académique. Voilà, il était plutôt c'était un philosophe bien dans la tradition, il me semble, anglaise, euh, qui est... Il faut que ça soit pratique d'une certaine façon, et beaucoup moins spirituel que pratique. Le pratique est très important. C'est indolence que de consacrer trop de temps aux études, affectation, que de s'en trop parer, pédantisme que de ne juger que d'après leurs règles. Les hommes habiles condamnent les études, les simples les admirent, les sages s'en servent, car elles n'enseignent pas elles-mêmes leur propre usage, mais leur utilisation s'apprend sans elles, en dehors d'elles, par l'observation. Voilà ce qu'il écrivait Francis Bacon. Voilà une note toute nouvelle qui marque la fin de la scolastique, c'est-à-dire du divorce entre la science et l'observation. On aperçoit déjà dans cette importance accordée à l'expérience et à ses résultats, le trait distinctif de la philosophie anglaise, et l'on pressent le pragmatisme. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de pragmatisme dans cette philosophie. Ce n'est pas que Bacon ait jamais cessé d'aimer les livres et la méditation. En des termes qui rappellent Socrate, il écrit « Sans la philosophie, je ne tiens pas à vivre ». Et je pense que, voilà, je peux vraiment le comprendre. Et il se donne en définitive comme un homme doué pour la littérature plus que pour toute autre chose, mais porté par une destinée et contre l'inclination de son génie, c'est-à-dire de son caractère. Dans la vie active, l'un de ses tout premiers écrits était intitulé L'éloge de la connaissance, 1592. Son enthousiasme pour la philosophie nous force de le citer. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est à l'esprit même que je dédie mon éloge. L'esprit, c'est l'homme, et la connaissance, c'est l'esprit. Un homme ne vaut que par ce qu'il sait. Les joies du sentiment ne sont-elles pas plus grandes que les joies des sens ? Et celles de l'intellect ne sont-elles pas plus grandes que les joies du sentiment ? Donc l'intellect, c'est le plus haut. La joie naturelle et véritable, n'est-ce pas celle dont on ne se fatigue pas ? N'est-ce pas la connaissance qui seule dissipe tous les troubles de l'esprit ? Combien n'y a-t-il pas de choses dont nous ne pouvons imaginer l'existence ? Voilà, alors
la connaissance, voilà, je reviens sur cette phrase précédente, n'est-ce pas la connaissance qui seule dissipe tous les troubles de l'esprit? Eh bien, à son époque, il était dans la même configuration d'esprit que nous sommes aujourd'hui. Il avait le sentiment d'être dans le monde le plus moderne, le plus contemporain, dans, dans les découvertes les plus incroyables de toute l'histoire de l'humanité. Et il se sentait d'une certaine façon pratiquement privilégié d'être dans un moment comme ça. C'était l'époque de Darwin, etc., et de beaucoup d'autres découvertes scientifiques. Mais c'est exactement ce que nous disons aujourd'hui. On a l'impression qu'on a atteint même une sorte de seuil de confort, de science, de découverte, etc. Sauf que il y a 400 ans, 500 ans pratiquement 500 ans entre Francis Bacon et nous. Projetons-nous dans 500 ans. C'est inimaginable ce qui aura été découvert, comme pas plus que Bacon n'aurait pu imaginer ce que nous vivons. C'était impossible pour lui. Et c'est impossible d'imaginer ce que sera l'humanité dans 500 ans. Et c'est important de voir, de resituer cette position. Parce qu'en fait, dans 500 ans, on paraîtra à nos frères humains de cette période comme les Francis Bacon et comme les gens du XVIe siècle peuvent nous ressembler aujourd'hui. Je reprends ma lecture. Combien n'en est-il pas que nous estimons et apprécions plus qu'elles ne valent? Ces idées vaines, ces estimations disproportionnées, voilà les nuages de l'erreur, source d'orage et de perturbation dans l'esprit. Peut-il donc exister pour l'homme un bonheur plus grand que celui de voir son esprit planer au-dessus de la confusion des choses, de façon à discerner l'ordre de la nature et les erreurs humaines? Eh bien, c'est l'état d'esprit dans lequel je navigue depuis la mécanique universelle, depuis donc la fin de 1999. C'est exactement ce que je ressens. Ça ne me donne pas un confort de vie, une sagesse, un courage. Ça éloigne pas les peurs et les angoisses qu'on peut avoir dans l'existence. Et surtout quand on est dans l'hypersensibilité. Mais par contre, je me sens planer au-dessus de la confusion des choses, de façon à discerner l'ordre de la nature et les erreurs humaines. C'est ce qui me semble discerner. Et tout ça grâce à cette seule phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, qui m'est arrivée un jour d'octobre, comme ça par hasard, dans l'esprit. Et que depuis, je développe. Je continue ma lecture. N'y a-t-il là qu'un désir de jouissance et non de découverte, de satisfaction et non de profit? Ne distinguerons-nous pas aussi bien la richesse du magasin, de la nature, que la beauté de son étalage? La vérité est-elle stérile? Ne nous rendra-t-elle pas capables de parvenir à des résultats qui en vaillent la peine et de doter la vie humaine de commodités infinies? Exactement, et c'est ce qu'on peut penser encore 500 ans plus tard. Et avec sans doute, la même tristesse de voir que certains frères humains souffrent de l'égoïsme que notre inconscience, que l'inconscience de notre état encore faible
de cette humanité encore basse au niveau de sa conscience engendre dans 2 ou 3 milliards d'êtres humains, peut-être plus. C'est injuste alors qu'elle a les moyens de régler tous ces problèmes rapidement. C'est injuste, mais l'évolution a son rythme. On sait qu'on peut aujourd'hui, on pourrait aujourd'hui décréter décréter un salaire universel d'existence pour l'ensemble des êtres humains de cette planète. Construire, comme on l'a vu faire par exemple par les Chinois au début du Covid, un hôpital en 15 jours et en fabriquer, en faire de partout sur la planète. On peut former des professeurs, des médecins, des infirmiers, des psychologues pour soigner cette humanité partout sur la planète. On serait capable de lancer une grande action collective, universelle et mondiale, puisque les 20 plus grandes puissances se sont déjà organisées pour se réunir quand ils le désirent. Donc, toutes les structures pour que les dominants puissent prendre ces décisions ensemble et les concrétiser, sont construites. L'ONU, voilà, il suffit que les 5 grandes puissances mondiales parlent chacune après l'autre devant les représentants de tous les pays en disant voilà, nous sommes d'accord, nous nous sommes mis d'accord, nous Chinois, Américains, Russes, Indiens, Européens, Africains, musulmans, océaniens, etc. Voilà, nous nous sommes mis d'accord pour prendre tout ce qu'il y a d'argent dans les paradis fiscaux ou prélever simplement 20% chaque année, et voilà, et puis avec ces 20%, on va créer tout ça. Et chaque pays mettra l'équivalent de 5% ou 10% de ce qu'il a pour ce bien commun. Et on va construire toutes les structures de l'humanité. Et maintenant qu'on le sait, on les construira de façon propre, durable et sans qu'ils ne consomment pas d'énergie. Voilà, on va construire tout ça. C'est très possible. On a l'ONU, on a l'OMS, toutes les organisations sont faites. Donc, il n'y a plus que cette décision. Cette décision, elle peut arriver du jour au lendemain, mais très rapidement, en fait. Voilà. Il y a même dans les grandes sphères, à des degrés encore qui sont un peu décriés, comme les groupes Bilderberg, que je ne connais pas bien, mais bon, voilà, c'est des gens qui ont un peu du pouvoir qui se rassemblent, et ils peuvent se rassembler pour ce genre de choses. Je pense qu'ils se rassemblent pour essayer de penser au mieux pour l'humanité. Mais pour l'instant, on pense encore avec nos bases égoïstes. Mais il est très facile, en claquant des doigts, de passer d'une conscience basse à une conscience universelle. À une conscience qui dit, ah ben voilà, on a ce but à réaliser. Rendre heureuse cette humanité, la rendre, que chaque être humain qui arrive sur cette terre soit heureux et passe une vie libre, belle, soignée, etc., etc. Et partout sur la planète, et ben on se met au boulot, c'est notre tâche, c'est notre but. Voilà, c'est très possible que ça arrive à se déclencher. Voilà ce qu'écrivait. Donc là, je reprends la lecture de Will Durant. Son chef-d'œuvre littéraire,
les essais 1557-1623 nous montrent Bacon encore indécis, partagé entre ces deux aspirations, la politique et la philosophie. Dans son essai de l'honneur et de la renommée, il accorde tous les honneurs aux entreprises politiques et aux exploits militaires, aucun aux œuvres littéraires ou aux œuvres philosophiques. Mais dans l'essai de la vérité, il écrit « La recherche de la vérité, qui en est la possession et l'enfantement, la connaissance de la vérité, qui en inspire l'éloge, la croyance à la vérité, qui nous en fait jouir, voilà le souverain bien de la nature humaine. » Bien sûr que c'est le souverain bien. Et cette vérité, c'est une des vérités, c'est peut-être l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et l'humanité doit commencer à s'y mettre consciemment. Elle l'a toujours fait inconsciemment. À partir de maintenant, elle peut commencer à agir consciemment dans ce but précis. Dans les livres, nous conversons avec les sages, comme dans la vie active avec les sots. C'est bien souvent vrai, malheureusement. Oui, mais enfin, et chez les sots, il y a autant de philosophie que chez le sage. Voilà, c'est une philosophie différente. Il y a autant d'importance chez le sot que chez le philosophe pour l'évolution de l'humanité. Pour se convaincre de ça, il suffit de penser. Voilà, prenons juste Francis Bacon, qui dit que il y a 15 000 ans, celui qui était à l'origine de ce Francis Bacon, dans toute cette lignée qui a donc qui fait partie d'une de ses origines, d'un de ses procréateurs, n'était pas un esclave, un moins que rien, quelqu'un qui était maltraité, quelqu'un dont la vie ne valait absolument rien, et qui, avec quelqu'un d'autre, avec une autre esclave, a fait enfanter, qui lui-même a enfanté, et des 50 générations plus tard, ont mis au monde Francis Bacon. Voilà. Donc, rien que cette vision-là montre que tout le monde est fondamental. Du moins, si nous savons choisir nos livres. Bon, il y a tel livre qu'il faut seulement goûter. Lisons-nous en un passage fameux, d'autres qu'il faut avaler d'un trait, et quelques autres, en petit nombre, qu'il faut mâcher et digérer. Toutes ces catégories ne formant sans doute qu'une vague infime parmi les flots d'encre dans lesquels le monde se baigne, s'empoisonne et se noie chaque jour. Je suis désolé de ma diction extrêmement mauvaise, mais bon, voilà. Il est incontestable que les essais doivent être comptés parmi les quelques livres dignes d'être mâchés et digérés. Rarement vous trouverez autant d'aliments, aussi admirablement présentés et assaisonnés, dans un si petit plat. Bacon a horreur du verbiage et dédaigne de prodiguer les mots en pure perte. Il nous offre en une petite phrase d'infinie richesse. Chacun de ses essais distille dans une page ou deux la subtile pensée d'un esprit supérieur sur l'un des plus importants problèmes de la vie. Il est difficile de dire si c'est à la matière ou à la manière qu'il faut attribuer l'excellence, car la langue atteint ici à la même hauteur
que la poésie de Shakespeare. C'est un style vigoureux, comme celui de Tacite, serré et élégant tout à la fois, dont la concision est due en partie à l'heureuse adaptation de l'idiome et de la phrase latine. Ça me fait penser que, parce que souvent je ramène un petit peu à mon écriture et à ma façon de penser, je suis l'opposé de ça. Le style est l'inverse de vigoureux, de serré et d'élégant. Il est lourd, inélégant, ma diction est encore plus catastrophique. Enfin, c'est terrible, mais voilà, c'est comme ça que je suis conçu, et c'est comme ça que je suis à présent conçu, et c'est comme ça que l'humanité doit me prendre, malheureusement. J'aimerais bien que ça soit différent pour vos oreilles et pour votre lecture, mais c'est comme ça. Sa richesse de métaphores est caractéristique de l'époque et rappelle l'exubérance de la Renaissance. Mais peut-être que moi aussi je suis caractéristique de l'époque, c'est-à-dire une époque où on écrit, voilà, on écrit en SMS, on écrit c'est-à-dire CAD, enfin voilà, avec les réseaux sociaux et avec une une simplification absolue, on écrit un petit peu et on parle comme les lofters. Et peut-être que la prochaine littérature sera comme celle-ci. Elle sera aussi simplifiée que ça, aux grandes dames de tous ceux qui résistent à ça et qui veulent garder quelque chose de ce qui est normal. Mais je pense que c'était la même chose que devaient se dire les écrivains de l'époque de Dante quand il a révolutionné l'écriture. À chaque fois que, ou voilà, c'est ce que devaient se dire ceux qui lisaient pour la première fois Céline, ou qui lisaient voilà, les poètes contemporains de maintenant. Il y a quelque chose qui évolue et on ne peut pas arrêter le temps. Il est là et l'évolution est comme ça. Et il est probable que l'écriture finisse aussi simplement que les SMS, voilà, que ça s'écrive comme parlent les lofters. Donc sa richesse de métaphores est caractéristique de l'époque et rappelle l'exubérance de la Renaissance. Chez aucun écrivain anglais on ne trouve autant de comparaisons, aussi pleines de sens et de vie. Leur profusion est le seul défaut du style de Bacon. Les métaphores, les allégories, les allusions incessantes tombent comme des fouets sur nos nerfs et finissent par nous lasser. Ben voilà, moi c'est ma façon de parler hachurée, de chercher mes mots, d'être asphyxié, de ne pas réussir d'avoir la tête complètement embrouillée parce que j'ai pas assez d'oxygène dans le corps. Ça doit lasser un paquet de gens qui tiennent peut-être 2 minutes, 3 minutes au début de mes vidéos et qui disent c'est pas supportable, excusez-moi. Merci, au revoir. Voilà. Les essais sont comme une nourriture forte et substantielle qu'on ne peut digérer par grande quantité, à la dose de 4 ou 5 à la fois. C'est l'aliment le plus exquis que puisse vous offrir la littérature anglaise. Que choisir dans une pensée aussi sélecte? La franche acceptation par Bacon de la morale épicurienne est peut-être le meilleur point de départ et marque sans doute la déviation la plus saisissante par rapport à l'esprit médiéval. Ah voilà, je connaissais pas, je connais pas du tout au fait la pensée de Francis Bacon. Je n'ai rien lu de lui, donc j'ignore totalement ce qu'il a pu penser, dire, faire, etc. Je le découvre en lisant le livre de Will Durant. Et donc je me rends compte qu'il s'intéresse à la morale épicurienne. Voilà, donc effectivement, il y a une sorte de critique du christianisme, vraisemblablement,
de la rigueur du christianisme. Ça peut être ça. Donc, par rapport à l'esprit médiéval, il y a quelque chose qui doit le... Voilà. Cette progression philosophique, et en plus, qui doit vouloir devenir... Ah, mais pourquoi j'ai parlé? Je suis désolé, j'ai dit une absurdité tout à l'heure, je viens de me rendre compte que j'ai confondu avec le philosophe que je lisais précédemment, Spencer, et j'ai mis Francis Bacon à l'époque de... à l'époque de... Purée. À l'époque de Darwin. Ben non, c'est pas du tout ça. Ouais, comme quoi l'oxygène dans le sang, c'est quelque chose de fondamental. Ben, ça servira un petit peu aux médecins du siècle qui arrive pour savoir comment se passe l'esprit de quelqu'un d'un peu étouffé, d'un peu non oxygéné. Voilà. Cette progression philosophique, garde-toi de jouir, de peur de désirer, garde-toi de désirer, de peur de craindre, semble indiquer un esprit faible, défiant et timoré. Certes, les doctrines des philosophes apparaissent pour la plupart trop timides et prennent en faveur des hommes plus de précautions que ne le veut la nature des choses. Par exemple, en voulant remédier à la crainte de la mort, elles ne font que l'augmenter. Car la vie humaine n'étant pour elles guère plus qu'un exercice et un apprentissage de la mort, il est impossible que ne paraisse pas terrible un ennemi contre lequel on ne cesse de se défendre. Et oui, il y a aussi cette possibilité. Mais en même temps, ça libère aussi. Rien ne peut être aussi nuisible à la santé que la répression du désir qu'exige le stoïcisme. À quoi sert de prolonger une vie dont l'apathie a fait une mort avant le temps, et d'ailleurs c'est exiger l'impossible, car l'instinct se montrera. Le naturel est souvent caché, parfois dominé, rarement détruit. La contrainte le rend au retour plus violent. L'instruction et le raisonnement le font moins important, mais l'habitude seule peut le changer ou le soumettre. Ne vous fiez pas trop cependant à votre victoire. La nature peut rester ensevelie longtemps, l'occasion ou la tentation la ressuscite. Et oui, alors là c'était intéressant, c'est dommage, j'arrive un peu à la fin de ma vidéo. Mais c'est ça, ce désir de contraindre les pulsions, donc qu'il contredit d'une certaine façon, à juste titre, parce que c'était peut-être exagéré par le christianisme. Mais c'est toute l'évolution de l'humanité. Dans la mécanique universelle, je dis, l'humanité doit apprendre à dominer ses pulsions, à maîtriser son comportement. Et dans cette partie-là, ça se fait progressivement, mais c'est exactement ce qui se réalise. Voilà, l'homme progressivement maîtrise ses pulsions pour arriver au final à les avoir maîtrisées totalement. Donc, c'est obligatoire. Maintenant, il ne faut pas accélérer le processus trop violemment. Le christianisme l'a fait et c'était difficile pour l'homme de contraindre justement ses pulsions. On le voit, c'est difficile pour un prêtre de ne pas être marié, c'est difficile, etc. Et le communisme a fait la même chose, il a essayé d'imposer l'égalité entre les hommes avant que l'homme ne puisse l'accepter. Les pulsions humaines étaient trop fortes pour accepter l'égalité comme ça. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin. Hop, je me suis arrêté ici. Voilà. Merci pour cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.